Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Prendre soin de son jardin, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un véritable acte de respect envers la nature et l'environnement. En France, où les jardins font souvent partie intégrante du paysage culturel, ils jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité locale. Que vous viviez dans une région aux hivers rigoureux ou dans une zone ensoleillée du sud, un jardin bien entretenu contribue à la santé des plantes, à la richesse des écosystèmes, et même à votre propre bien-être. De plus, un jardin en bonne santé peut apporter une satisfaction personnelle en vous offrant un espace de détente, de loisirs, ou de culture de vos propres fruits et légumes. L'un des aspects les plus importants pour bien entretenir un jardin en France est de comprendre le climat et le type de sol de votre région. Le territoire français est caractérisé par une grande diversité de climats, allant du climat océanique dans l'ouest, au climat méditerranéen dans le sud, en passant par le climat continental à l'est et montagnard dans les zones alpines et pyrénéennes. Cette variété climatique influence directement la manière dont vous devez prendre soin de votre jardin, car chaque zone impose des conditions différentes à vos plantes. Dans les régions à climat océanique, comme en Bretagne ou en Normandie, vous devrez composer avec des hivers doux, des étés tempérés et des précipitations régulières tout au long de l'année. Les jardins dans ces régions bénéficient d'une humidité constante, ce qui permet de cultiver un large éventail de plantes, mais attention à l'excès d'humidité qui peut favoriser les maladies fongiques. A l'inverse, dans les régions méditerranéennes comme la Provence ou le Languedoc, les étés sont chauds et secs, tandis que les hivers restent relativement doux. Ici, le principal défi réside dans la gestion de l'eau. Il est essentiel de choisir des plantes adaptées à la sécheresse, comme les oliviers, la lavande ou le romarin, et de pratiquer un arrosage raisonné pour économiser l'eau sans compromettre la santé de vos plantes. Les régions à climat continental, comme l'est de la France, se caractérisent par des hivers froids et rigoureux et des étés chauds. Cela signifie qu'il est crucial de bien protéger vos plantes pendant les mois d'hiver, en utilisant des techniques comme le paillage pour préserver l'humidité et la chaleur du sol, et d'être attentif à l'arrosage en été pour compenser les périodes de sécheresse. En montagne, les conditions sont encore plus extrêmes avec des températures très basses en hiver et des étés courts mais intenses. Le choix des plantes est ici limité aux variétés capables de résister au gel, comme les conifères, les plantes alpines ou certaines variétés de petits fruits rustiques. Outre le climat, il est tout aussi crucial de connaître la nature du sol de votre jardin, car celui-ci détermine la manière dont les plantes vont pousser et absorber les nutriments. Un sol argileux, par exemple, est dense et retient bien l'eau, mais peut devenir compact et limiter la circulation de l'air et des racines. A l'inverse, un sol sableux est léger et draine rapidement l'eau, ce qui nécessite un arrosage plus fréquent. Les sols calcaires sont alcalins et peuvent poser des problèmes de chlorose pour certaines plantes, tandis que les sols limoneux sont souvent idéaux pour le jardinage en raison de leur texture équilibrée et leur richesse en nutriments. Pour optimiser l'entretien de votre jardin, il est recommandé d'analyser votre sol afin de comprendre sa composition. Vous pouvez facilement effectuer un test de sol chez vous en observant comment l'eau s'infiltre après la pluie, ou en faisant analyser un échantillon dans une jardinerie. Selon les résultats, il peut être nécessaire d'amender le sol avec du compost ou d'autres éléments nutritifs pour améliorer sa structure et offrir à vos plantes les meilleures conditions de croissance. En résumé, connaître le climat et le sol de votre région vous permet de mieux planifier l'entretien de votre jardin. Cela vous aide non seulement à choisir les plantes les mieux adaptées, mais aussi à anticiper les soins spécifiques qu'elles nécessitent tout au long de l'année. Adapter votre jardinage en fonction de ces facteurs est une étape essentielle pour garantir un jardin florissant et durable en France. Le soin d'un jardin en France suit un rythme précis, guidé par les saisons et les conditions climatiques spécifiques de chaque région. Un jardin prospère lorsqu'il est entretenu régulièrement tout au long de l'année, en s'adaptant aux besoins des plantes selon les différentes phases de croissance et les défis imposés par la météo. Comprendre ce calendrier saisonnier est essentiel pour planifier les travaux de jardinage et maintenir un espace extérieur en pleine santé. Le printemps est le moment où la nature se réveille après les mois froids de l'hiver. En mars, les premières tâches consistent à nettoyer le jardin des débris accumulés, comme les feuilles mortes et les branches cassées, qui peuvent encombrer le sol et empêcher les plantes de respirer correctement. C'est aussi le moment idéal pour préparer la terre, il faut la retourner, l'aérer, et y ajouter du compost ou des engrais pour la rendre fertile.
Les premières plantations peuvent commencer avec les plantes qui tolèrent bien les températures encore fraîches, comme les bulbes de printemps ou certains légumes résistants au froid. Avril et mai sont des mois cruciaux pour semer et planter la majorité des plantes de jardin. Les températures plus douces et l'allongement des journées offrent des conditions idéales pour les semis de fleurs, de légumes et d'herbes aromatiques. C'est aussi la période où les mauvaises herbes commencent à apparaître, et il est essentiel de les enlever régulièrement pour éviter qu'elles ne concurrencent les plantes cultivées. L'arrosage devient également important au fur et à mesure que les journées se réchauffent, mais il faut veiller à ne pas surarroser afin de ne pas noyer les racines. L'été, marqué par la chaleur et parfois des périodes de sécheresse, demande un arrosage régulier et contrôlé. Il est préférable d'arroser tôt le matin ou en fin de journée pour éviter l'évaporation rapide due au soleil. Les mois d'été sont également le moment de profiter des premières récoltes, notamment pour les légumes d'été comme les tomates, les courgettes et les salades. Toutefois, l'été apporte aussi son lot de ravageurs et de maladies, et il est primordial de surveiller les plantes pour détecter rapidement les signes de parasites ou de champignons. La taille des arbustes et des haies peut également être faite en été, juste après leur floraison, pour contrôler leur forme et encourager une meilleure croissance. L'automne marque le retour des travaux de préparation pour l'hiver. En septembre et octobre, il est temps de récolter les derniers fruits et légumes de la saison et de commencer à protéger les plantes les plus sensibles au froid. Le paillage est une technique couramment utilisée pour préserver la chaleur du sol et protéger les racines du gel. Les feuilles mortes, que l'on peut ramasser pour en faire du compost, contribuent aussi à améliorer la qualité du sol. C'est également une période favorable pour planter certains bulbes d'automne et préparer les massifs pour le printemps suivant. En novembre, le jardin entre progressivement en dormance, et c'est le moment de tailler les arbres et les arbustes avant les grands froids de l'hiver. Les arbres fruitiers, en particulier, bénéficient d'une taille à cette période pour favoriser une meilleure fructification l'année suivante. Les outils de jardinage doivent aussi être nettoyés et rangés avant l'hiver, pour les préserver et éviter qu'ils ne s'abîment. L'hiver est une période de repos pour le jardin, mais cela ne signifie pas que l'entretien s'arrête complètement. Pendant les mois de décembre à février, le jardinier doit veiller à protéger les plantes les plus fragiles du gel, en utilisant des voiles d'hivernage ou en déplaçant les plantes en pot à l'abri. C'est également le bon moment pour réfléchir aux aménagements futurs du jardin, planifier les prochaines plantations, et entretenir les outils pour être prêt à accueillir le printemps. Ainsi, en France, chaque saison impose son propre rythme aux jardiniers. En suivant ce calendrier annuel et en adaptant les soins aux besoins spécifiques de chaque plante et région, vous pouvez maintenir un jardin en pleine santé, tout en optimisant la beauté et la productivité de vos espaces extérieurs. Ce travail saisonnier est la clé pour garantir que votre jardin reste florissant tout au long de l'année. Le choix des plantes pour votre jardin est une étape déterminante qui influence non seulement l'apparence de votre espace extérieur, mais aussi sa durabilité et son entretien. En France, avec la diversité des climats et des types de sols, il est essentiel de sélectionner des plantes adaptées à votre région pour maximiser leur croissance tout en minimisant les efforts d'entretien. Une erreur fréquente des jardiniers débutants est de choisir des plantes uniquement en fonction de leur esthétique sans tenir compte des conditions spécifiques de leur jardin, ce qui peut entraîner des déceptions et des plantes qui ne survivent pas. La première étape dans le choix des plantes est de comprendre le climat local. En région méditerranéenne, par exemple, les plantes doivent être résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Dans ces zones, les plantes comme la lavande, les oliviers, ou le romarin, qui supportent bien les températures élevées et l'aridité, sont d'excellents choix. En revanche, dans des régions au climat plus océanique, où les hivers sont doux et les précipitations fréquentes, les plantes qui aiment l'humidité comme les hortensias ou les camélias prospèrent. Outre le climat, le sol joue un rôle fondamental dans le choix des plantes. Un sol argileux, riche mais lourd, retient bien l'eau, mais peut poser des problèmes de drainage. Les plantes adaptées à ces conditions incluent les rosiers ou certaines espèces de vivaces qui apprécient une terre plus humide. Un sol calcaire, en revanche, est plus sec et alcalin, ce qui peut limiter le choix des plantes. Les espèces résistantes au calcaire, comme les buis ou les plantes méditerranéennes, sont à privilégier dans ces sols. Pour les sols sableux, qui drainent rapidement l'eau, il est nécessaire de choisir des plantes capables de supporter des conditions sèches et d'éviter les plantes qui exigent une humidité constante. Le microclimat de votre jardin doit également être pris en compte. Par exemple, si une partie de votre jardin est exposée plein sud, vous devrez y planter des espèces qui supportent bien le soleil, tandis que des zones ombragées conviendront mieux aux plantes comme les fougères ou les hostas, qui préfèrent l'ombre et les sols frais. La topographie du jardin, les vents dominants,
ainsi que la proximité de structures ou d'autres plantations peuvent tous influencer le choix des plantes. Au-delà des considérations climatiques et du sol, il est important de penser à la biodiversité et à l'écosystème que vous souhaitez encourager dans votre jardin. En choisissant des plantes indigènes, c'est-à-dire des espèces qui poussent naturellement dans votre région, vous favorisez la faune locale, comme les pollinisateurs, les oiseaux et les insectes utiles. Un jardin diversifié, avec un mélange d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces et annuelles, crée un environnement équilibré où les plantes se soutiennent mutuellement et où les ravageurs sont mieux contrôlés de manière naturelle. Par exemple, planter des fleurs mellifères attirera les abeilles, essentielles à la pollinisation des cultures. Le style de votre jardin influence également le choix des plantes. Un jardin formel avec des bordures bien définies se prête aux haies taillées, aux taupières et aux plantes structurées comme les buis ou les ifs. A l'inverse, un jardin plus naturel et sauvage pourrait inclure des graminées ornementales, des plantes vivaces et des fleurs sauvages, qui nécessitent moins d'entretien et apportent un aspect plus fluide et organique. L'important est de choisir des plantes qui correspondent à la vision que vous avez pour votre jardin tout en respectant ses contraintes naturelles. Enfin, la fonctionnalité de votre jardin doit aussi orienter votre choix. Si vous souhaitez un espace où vous pouvez cultiver vos propres fruits et légumes, il est primordial de sélectionner des variétés qui prospèrent dans votre région. En France, selon les régions, certaines variétés de tomates, d'herbes aromatiques comme le basilic, ou de légumes comme les courgettes ou les poivrons peuvent très bien pousser. Les arbres fruitiers comme les pommiers, poiriers et cerisiers sont également un excellent ajout à un jardin familial, à condition de choisir des variétés adaptées à votre climat et de leur offrir un bon espace de croissance. En somme, choisir les bonnes plantes pour son jardin repose sur un équilibre entre la connaissance des conditions climatiques, la composition du sol et les besoins spécifiques des plantes. Un jardin bien conçu avec des plantes adaptées demande moins d'entretien et offre des résultats plus durables. En prenant le temps de planifier soigneusement et de respecter les particularités de votre environnement, vous créez un espace qui non seulement est esthétiquement plaisant, mais qui est également en harmonie avec la nature. 5. L'arrosage adapté au climat français. L'arrosage est une composante essentielle de l'entretien d'un jardin, et en France, où les conditions climatiques varient considérablement d'une région à l'autre, il est important d'adapter les méthodes d'irrigation aux besoins spécifiques du climat local. Un arrosage bien géré permet de maintenir les plantes en bonne santé, tout en évitant le gaspillage d'eau, une ressource de plus en plus précieuse, notamment dans certaines régions sujettes à des périodes de sécheresse. Dans les zones au climat méditerranéen, comme le sud de la France, les étés sont souvent longs, chauds et secs, ce qui impose une attention particulière à la gestion de l'eau. Il est conseillé d'arroser les plantes tôt le matin ou tard dans l'après-midi pour minimiser l'évaporation causée par les fortes chaleurs de la journée. Les plantes méditerranéennes, comme la lavande, le romarin et l'olivier, sont adaptées à ces conditions et nécessitent moins d'eau que d'autres variétés, mais elles ne doivent pas pour autant être négligées. Un système d'irrigation goutte à goutte est particulièrement efficace dans ces régions, car il permet de fournir de petites quantités d'eau directement aux racines, réduisant ainsi les pertes par évaporation et assurant que l'humidité atteint les parties les plus importantes de la plante. En période de restriction d'eau, souvent imposée pendant les mois les plus secs, il est essentiel de privilégier les plantes les plus sensibles et de limiter l'arrosage des pelouses. Dans les régions au climat océanique, comme dans l'ouest et le nord-ouest de la France, les précipitations sont plus fréquentes et réparties tout au long de l'année. Cela signifie que les jardins bénéficient généralement d'une humidité suffisante, mais cela ne signifie pas pour autant que l'arrosage peut être ignoré. Lors des périodes plus sèches, notamment en été, il peut être nécessaire d'arroser régulièrement, surtout pour les plantes en pot et les jeunes plantations qui ont des racines plus superficielles. En revanche, il faut faire attention à ne pas trop arroser les plantes, car un excès d'eau peut entraîner l'apparition de maladies fongiques ou l'asphyxie des racines, surtout dans les sols argileux qui ont tendance à retenir l'eau. Dans les régions à climat continental, comme dans l'est de la France, les hivers sont froids et les étés chauds, ce qui impose une gestion différente de l'arrosage selon la saison. En été, lorsque les températures augmentent, les plantes demandent plus d'eau pour compenser la chaleur. Cependant, en raison de la forte chaleur et des risques de sécheresse, il est recommandé d'utiliser des techniques comme le paillage pour conserver l'humidité dans le sol. Le paillis, placé autour des plantes, réduit l'évaporation et aide à maintenir une température plus fraîche au niveau des racines. Pendant l'hiver, lorsque les précipitations sont plus fréquentes et les plantes en dormance, il est important de limiter l'arrosage, car les plantes n'ont pas les mêmes besoins hydriques et un excès d'eau pourrait endommager les racines. En montagne, l'arrosage est également un défi en raison des hivers rigoureux et des étés courts mais intenses.
Dans ces régions, la fonte des neiges au printemps fournit souvent une humidité naturelle suffisante pour les plantes au début de la saison de croissance. Cependant, pendant les mois d'été, lorsque les précipitations diminuent et que la chaleur augmente, il est nécessaire d'arroser régulièrement, surtout pour les plantes qui ne sont pas adaptées au climat montagnard. Là encore, le paillage est une méthode efficace pour conserver l'humidité du sol et protéger les plantes contre les variations extrêmes de température. Un autre aspect essentiel de l'arrosage en France, quel que soit le climat, est la récupération et l'utilisation des eaux de pluie. Installer un système de collecte des eaux pluviales permet de réduire la consommation d'eau potable et d'utiliser une ressource naturelle gratuite et abondante pendant les mois les plus humides. L'eau de pluie est idéale pour l'arrosage car elle est dépourvue de calcaire, ce qui la rend particulièrement adaptée aux plantes qui préfèrent un pH plus neutre ou légèrement acide. De plus, elle ne contient pas les produits chimiques parfois présents dans l'eau du robinet, comme le chlore. Enfin, l'adaptation de l'arrosage au type de sol est un facteur à ne pas négliger. Un sol sableux, par exemple, draine rapidement l'eau, ce qui signifie qu'il faudra arroser plus fréquemment, mais en petite quantité, pour éviter que l'eau ne s'écoule trop vite sans avoir le temps de pénétrer profondément. En revanche, un sol argileux retient bien l'eau mais peut vite devenir saturé, il est donc préférable d'espacer les arrosages tout en veillant à ce que l'eau atteigne les racines en profondeur. Ainsi, l'arrosage d'un jardin en France doit être ajusté en fonction des spécificités climatiques et pédologiques de la région. En comprenant mieux ces facteurs et en utilisant des techniques efficaces pour gérer l'eau, comme le paillage, le goutte-à-goutte ou la récupération d'eau de pluie, il est possible de maintenir un jardin en bonne santé tout en limitant la consommation d'eau et en respectant les contraintes environnementales locales. Un arrosage adapté est donc non seulement une question de survie pour les plantes, mais aussi un geste écologique essentiel. L'entretien de la terre est une étape clé pour assurer la bonne santé de votre jardin. Une terre fertile, riche en nutriments, permet aux plantes de se développer vigoureusement, de résister aux maladies et de produire des fleurs ou des fruits de qualité. En France, où les types de sol varient largement d'une région à l'autre, il est essentiel de comprendre les besoins spécifiques de votre sol pour lui fournir les éléments nutritifs nécessaires. Deux des méthodes les plus efficaces pour enrichir la terre sont la fertilisation et l'utilisation de compost. La fertilisation est indispensable pour compenser les nutriments que les plantes absorbent dans le sol tout au long de leur cycle de croissance. Chaque plante puise dans la terre des éléments essentiels, notamment de l'azote, du phosphore et du potassium, et si ces nutriments ne sont pas remplacés, le sol s'appauvrit, entraînant un affaiblissement progressif des plantes. Cependant, il est important d'adapter la fertilisation en fonction des besoins du sol et des cultures présentes dans votre jardin. En premier lieu, pour bien entretenir la terre, il est nécessaire de connaître sa composition exacte. Un test de sol vous permet d'identifier ses carences éventuelles et de choisir l'engrais le plus adapté. Par exemple, un sol pauvre en azote favorisera une croissance lente des plantes, tandis qu'un manque de phosphore affectera la floraison et la production de fruits. Les engrais organiques, tels que le fumier, la farine d'os ou les algues, sont souvent préférés aux engrais chimiques, car ils nourrissent la terre en profondeur tout en améliorant sa structure et en favorisant l'activité des micro-organismes bénéfiques. Les engrais organiques se décomposent lentement, libérant progressivement les nutriments dont les plantes ont besoin tout au long de leur cycle de croissance, ce qui évite les chocs nutritifs et garantit une alimentation régulière. Le compost joue un rôle tout aussi crucial dans l'entretien de la terre. Le compostage est une méthode naturelle de recyclage des déchets organiques en un amendement riche pour le sol. Les épluchures de légumes, les feuilles mortes, les tontes de pelouse et autres matières biodégradables se transforment, avec le temps, en un humus foncé et friable qui enrichit la terre en matière organique. Ce processus est particulièrement bénéfique pour les sols pauvres ou trop sableux qui manquent souvent de structure et de rétention d'eau. En ajoutant du compost à votre jardin, vous améliorez la capacité du sol à retenir l'humidité tout en facilitant l'infiltration de l'eau et la circulation de l'air, deux éléments essentiels pour la croissance des racines. Le compost contribue également à renforcer l'activité biologique du sol. Un sol vivant, rempli de micro-organismes, de vers de terre et d'insectes décomposeurs, est plus fertile et capable de se régénérer naturellement. En nourrissant ces micro-organismes avec du compost, vous créez un écosystème sain dans lequel les plantes peuvent prospérer. Contrairement aux engrais chimiques, qui peuvent parfois détruire cette vie microbienne, le compost favorise une fertilité durable en renforçant les liens entre les éléments naturels du sol. Le moment où vous appliquez le compost et les engrais est également important. En général, il est recommandé d'amender la terre avec du compost au début du printemps, avant les premières plantations,
pour préparer le sol à accueillir les jeunes plants. Le compost peut également être ajouté à l'automne pour nourrir le sol pendant l'hiver. Quant aux engrais, leur application varie en fonction des besoins des plantes et du sol. Certaines plantes, comme les légumes à forte croissance, tomates, courgettes, concombres, ont besoin d'apports supplémentaires en cours de saison, tandis que d'autres, comme les plantes vivaces, demandent moins d'intervention. Il est crucial de ne pas surfertiliser, car un excès de nutriments peut nuire à la santé des plantes et polluer l'environnement, notamment en entraînant le lessivage de l'azote dans les nappes phréatiques. En parallèle de la fertilisation et du compostage, il est important d'aérer régulièrement le sol, surtout dans les terres lourdes et argileuses qui ont tendance à se compacter avec le temps. L'aération permet à l'oxygène de pénétrer en profondeur dans le sol, ce qui favorise une meilleure croissance des racines. Cela peut être fait simplement à l'aide d'une fourche bêche ou, dans les grands jardins, avec un scarificateur. Une terre bien aérée est plus réceptive aux apports en compost et en engrais, car elle permet une meilleure circulation des nutriments et de l'eau. Enfin, la rotation des cultures est une pratique complémentaire qui aide à maintenir la fertilité du sol sur le long terme. En changeant l'emplacement des plantes d'une année sur l'autre, notamment pour les légumes, vous évitez d'épuiser le sol de certains nutriments et vous limitez les risques de propagation de maladies spécifiques à une culture. En somme, entretenir la terre de son jardin en France nécessite une approche équilibrée, combinant l'utilisation d'engrais organiques et de compost pour nourrir le sol en profondeur et renforcer sa structure. Un sol bien entretenu devient plus fertile, plus vivant, et offre un support optimal pour des plantes saines et robustes. C'est ce soin régulier et réfléchi de la terre qui garantit la réussite d'un jardin à long terme, tout en respectant l'environnement et en favorisant une croissance durable des plantes. 7. Taille et élagage, garder le jardin en bonne santé. La taille et l'élagage sont des pratiques fondamentales pour maintenir la vitalité et l'esthétique de votre jardin. En France, où la diversité des espèces végétales est riche et le climat variable selon les régions, maîtriser l'art de la taille est essentiel pour favoriser une croissance saine des plantes, prévenir les maladies et assurer une floraison ou une fructification abondante. La taille consiste à couper certaines parties des plantes pour orienter leur développement, éliminer les branches mortes ou malades, et stimuler la production de nouvelles pousses. Cette intervention, loin d'être une simple opération esthétique, joue un rôle crucial dans la santé globale du jardin. Elle permet d'aérer les plantes, de favoriser la pénétration de la lumière et de prévenir l'apparition de parasites ou de maladies fongiques. Chaque type de plante a ses propres exigences en matière de taille. Les arbres fruitiers, par exemple, bénéficient d'une taille spécifique qui vise à améliorer la qualité et la quantité des fruits. En hiver, pendant la période de dormance, la taille des pommiers et des poiriers est recommandée pour stimuler la formation de bourgeons fructifères. Il s'agit de supprimer les branches mortes, mal orientées ou qui se croisent, afin de permettre une meilleure circulation de l'air et une exposition optimale au soleil. Les arbustes à floraison printanière, tels que les lilas ou les forsythias, doivent être taillés juste après leur floraison. En intervenant à ce moment précis, on évite de supprimer les bourgeons floraux qui donneront les fleurs de l'année suivante. La taille consiste à enlever les branches défleuries et à raccourcir légèrement les rameaux pour encourager la formation de nouvelles pousses vigoureuses. Les rosiers, fleurons de nombreux jardins français, nécessitent une attention particulière. La taille des rosiers remontants s'effectue à la fin de l'hiver, généralement en mars, pour stimuler une floraison généreuse tout au long de la saison. Il est important de couper les branches au-dessus d'un bourgeon orienté vers l'extérieur, en veillant à ne pas laisser de moignons qui pourraient favoriser l'apparition de maladies. Pour les rosiers non remontants, qui ne fleurissent qu'une fois par an, la taille se fait après la floraison. L'élagage des arbres d'ornement est également une pratique essentielle pour assurer la sécurité et la santé du jardin. En éliminant les branches mortes, fragiles ou mal positionnées, on prévient les risques de chute et on favorise un port harmonieux de l'arbre. L'élagage doit être réalisé avec précaution, en respectant la physiologie de l'arbre et en évitant les coupes trop sévères qui pourraient l'affaiblir. Il est souvent conseillé de faire appel à un professionnel pour les arbres de grande taille ou lorsque l'intervention nécessite des techniques spécialisées. Les haies, qu'elles soient persistantes ou caduques, jouent un rôle important dans la structuration du jardin et la création d'espaces intimes. Pour conserver une haie dense et bien formée, il est nécessaire de la tailler régulièrement. La première taille de formation s'effectue dès la plantation pour encourager la ramification dès la base. Par la suite, une taille d'entretien, réalisée 1 à 2 fois par an, permet de contrôler la hauteur et l'épaisseur de la haie.
Il est important de respecter les périodes de taille pour ne pas perturber la croissance des plantes ni nuire à la faune qui y trouve refuge, notamment les oiseaux pendant la période de nidification. La technique de taille doit être adaptée à chaque plante. Il est essentiel d'utiliser des outils propres et bien affûtés pour réaliser des coupes nettes qui cicatriseront rapidement. Les sécateurs, cisailles et scies d'élagage doivent être désinfectés régulièrement pour éviter la propagation de maladies. Lors de la taille, il convient de supprimer en priorité les branches mortes, malades ou endommagées, puis de procéder à l'éclaircissage pour favoriser la pénétration de la lumière et de l'air au cœur de la plante. En plus des bienfaits sanitaires, la taille influence la forme et l'équilibre des plantes, contribuant ainsi à l'harmonie visuelle du jardin. Une taille bien réalisée permet de mettre en valeur les caractéristiques naturelles des végétaux, qu'il s'agisse de la silhouette élancée d'un cyprès, de la ramure majestueuse d'un chêne ou de la floraison généreuse d'un hortensia. Elle offre également la possibilité de créer des formes artistiques, comme les taupières, qui apportent une touche d'élégance et de fantaisie. La taille et l'élagage jouent un rôle préventif contre les parasites et les maladies. En éliminant les parties affectées, on limite la propagation des infections et on renforce la résistance des plantes. De plus, une plante bien taillée est moins vulnérable aux attaques, car elle dispose de ressources suffisantes pour se défendre et se régénérer. Il est important de noter que la taille ne doit pas être systématique ni excessive. Certaines plantes, comme les graminées ornementales ou les arbustes à floraison estivale, requièrent une taille légère ou nulle pour conserver leur aspect naturel et leur capacité à se développer librement. L'observation attentive des plantes et la connaissance de leurs besoins spécifiques sont essentielles pour déterminer le degré d'intervention nécessaire. En conclusion, la taille et l'élagage sont des pratiques indispensables pour maintenir un jardin en bonne santé et en pleine beauté. Elles nécessitent une compréhension approfondie des plantes, de leur cycle de croissance et de leur mode de développement. En pratiquant une taille raisonnée et adaptée, vous contribuez à la longévité de vos végétaux, favorisez une floraison et une fructification optimale, et prévenez les problèmes sanitaires. Un jardin bien entretenu est le reflet d'un équilibre entre la main du jardinier et les rythmes de la nature, offrant un espace de détente et de plaisir tout au long de l'année. 8. Protection des plantes contre les ravageurs et les maladies. La protection des plantes contre les ravageurs et les maladies est l'un des défis les plus importants pour tout jardinier, car un jardin en bonne santé peut rapidement être compromis par l'invasion d'insectes nuisibles ou le développement de maladies. En France, le climat et la diversité des plantes cultivées attirent de nombreux ravageurs, allant des pucerons aux limaces, en passant par les maladies fongiques comme l'oïdium ou la rouille. La prévention et la gestion efficace de ces menaces sont essentielles pour maintenir un jardin florissant et limiter l'utilisation de produits chimiques nuisibles à l'environnement. La première étape pour protéger vos plantes est d'adopter une approche préventive. Un jardin sain et bien entretenu est naturellement plus résistant aux ravageurs et aux maladies. Cela commence par la sélection de plantes adaptées à votre climat et à votre type de sol. Les plantes robustes, qui sont bien acclimatées à votre région, sont moins susceptibles de succomber aux attaques de ravageurs ou aux maladies. De plus, une bonne circulation de l'air entre les plantes, permise par une taille régulière et un espacement adéquat, aide à prévenir la propagation de maladies fongiques, qui se développent souvent dans des environnements humides et mal ventilés. Une technique essentielle pour protéger les plantes est l'observation régulière. En surveillant fréquemment vos plantes, vous pouvez détecter les premiers signes d'infestation ou de maladie avant qu'ils ne se propagent et ne deviennent incontrôlables. Les pucerons, par exemple, peuvent rapidement envahir une plante, mais une intervention rapide permet de les éliminer avant qu'ils ne causent des dommages significatifs. L'apparition de taches, de moisissures ou de jaunissement des feuilles peut indiquer une maladie fongique ou un problème lié aux racines, et doit être traité immédiatement. L'une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre les ravageurs est l'utilisation de solutions naturelles. Les traitements à base de plantes, comme le purin d'ortie ou la décoction de prêle, sont très prisés des jardiniers biologiques pour leurs propriétés insecticides et fongicides. Ces remèdes naturels peuvent être pulvérisés sur les plantes pour éloigner les pucerons, les alérodes et d'autres insectes nuisibles, tout en renforçant les défenses naturelles des plantes. De plus, l'introduction d'insectes auxiliaires dans le jardin, tels que les coccinelles, les chrysopes ou les carabes, constitue une solution écologique pour lutter contre les ravageurs. Ces prédateurs naturels se nourrissent des insectes nuisibles sans perturber l'équilibre du jardin. Le paillage est également un outil efficace pour protéger les plantes contre certaines menaces. En couvrant le sol avec des matières organiques comme de la paille, des feuilles mortes ou du compost, vous créez une barrière physique qui empêche certains insectes, comme les limaces, d'atteindre les plantes. De plus,
Le paillage aide à maintenir l'humidité du sol et réduit la propagation des spores de maladies fongiques en empêchant les éclaboussures d'eau sur les feuilles lors des arrosages ou des pluies. L'arrosage joue un rôle crucial dans la prévention des maladies. Un excès d'humidité, surtout si l'arrosage est mal géré, peut favoriser le développement de maladies fongiques telles que le mildiou, la pourriture des racines ou l'oïdium. Il est donc important d'adopter des techniques d'arrosage adaptées aux besoins de chaque plante. L'arrosage au pied des plantes, de préférence tôt le matin ou en fin de journée, est idéal pour éviter que les feuilles ne restent humides trop longtemps, condition idéale pour la prolifération des champignons. Il faut également veiller à ne pas arroser en excès, en particulier les plantes qui n'aiment pas l'humidité stagnante. En ce qui concerne les maladies, la prévention repose souvent sur la rotation des cultures. En changeant régulièrement l'emplacement des plantes d'une année à l'autre, notamment pour les légumes, vous évitez d'épuiser le sol et limiter la transmission de maladies spécifiques à une culture donnée. Les plantes ne doivent pas être cultivées au même endroit trop longtemps, car cela peut entraîner une accumulation de pathogènes dans le sol. Par exemple, les tomates, sujettes au mildiou, ne devraient pas être plantées au même endroit chaque année. Lorsque les méthodes préventives ne suffisent pas et que les ravageurs ou les maladies apparaissent malgré tout, il est possible d'intervenir avec des traitements biologiques ou chimiques. Il est cependant recommandé de privilégier les produits biologiques, qui respectent l'équilibre de l'écosystème du jardin. Les fongicides et insecticides chimiques doivent être utilisés en dernier recours, car ils peuvent détruire non seulement les ravageurs, mais aussi les insectes bénéfiques et polluer le sol et l'eau. Les traitements biologiques, à base de soufre ou de cuivre, sont souvent suffisants pour contrôler les maladies fongiques courantes sans perturber l'environnement. La gestion des déchets végétaux est une autre mesure importante dans la lutte contre les maladies. Les feuilles malades, les branches mortes ou les plantes infestées doivent être immédiatement retirées et éliminées, de préférence en les brûlant ou en les jetant loin du jardin. Ne jamais les composter, car cela pourrait contaminer le compost et réintroduire les maladies l'année suivante. En somme, protéger les plantes contre les ravageurs et les maladies repose sur une combinaison de prévention, d'observation régulière et d'intervention naturelle. En adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'introduction d'insectes auxiliaires, l'utilisation de remèdes naturels et la gestion de l'arrosage, il est possible de maintenir un jardin sain et en pleine croissance sans recourir à des produits chimiques agressifs. Une bonne protection des plantes commence par une compréhension approfondie des interactions entre les différentes espèces végétales et leur environnement, permettant ainsi de créer un jardin résilient et équilibré. 9. Jardinage écologique. Favoriser la biodiversité. Le jardinage écologique est bien plus qu'une simple tendance. C'est une philosophie qui vise à travailler en harmonie avec la nature pour créer un environnement durable et respectueux de l'écosystème. En adoptant des pratiques écologiques dans votre jardin, vous pouvez non seulement protéger la faune et la flore locale, mais aussi renforcer la biodiversité, un élément essentiel pour maintenir l'équilibre naturel. La biodiversité permet d'améliorer la résistance des plantes aux maladies, d'attirer les pollinisateurs, de favoriser la fertilité du sol et d'encourager un écosystème autosuffisant. Le principe fondamental du jardinage écologique est de créer un habitat favorable à une grande variété de plantes, d'animaux et d'insectes. En favorisant cette diversité, vous aidez à réguler naturellement les populations de ravageurs et à créer un jardin où chaque espèce joue un rôle spécifique. Par exemple, les insectes pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons, sont essentiels à la reproduction de nombreuses plantes. En plantant des fleurs riches en nectar, vous encouragez leur présence et leur activité, ce qui est bénéfique non seulement pour votre jardin, mais aussi pour l'ensemble de l'environnement. L'une des premières étapes pour favoriser la biodiversité est de choisir des plantes indigènes. Les plantes locales sont mieux adaptées au climat et au sol de la région, ce qui les rend plus résistantes aux maladies et aux conditions météorologiques. Elles sont également essentielles pour la faune locale, car elles fournissent de la nourriture et des abris aux insectes, aux oiseaux et à d'autres animaux. Par exemple, en France, les plantes indigènes comme les lavandes, les coquelicots ou les aubépines attirent une grande variété de pollinisateurs et d'oiseaux qui contribuent à l'équilibre naturel du jardin. Un autre aspect important du jardinage écologique est la gestion des sols. Au lieu d'utiliser des engrais chimiques, qui peuvent appauvrir la terre à long terme et nuire à la biodiversité, vous pouvez nourrir votre sol de manière naturelle en utilisant du compost, du fumier ou d'autres amendements organiques. Le compost enrichit le sol en matière organique, favorisant ainsi la présence de micro-organismes essentiels à la fertilité et à la structure du sol. Ces micro-organismes, comme les bactéries, les champignons et les vers de terre,
jouent un rôle fondamental dans la décomposition des matières organiques et la libération des nutriments nécessaires à la croissance des plantes. L'utilisation de techniques de paillage est également un moyen écologique de protéger la biodiversité de votre jardin. En couvrant le sol avec des matériaux naturels tels que la paille, les feuilles mortes ou le bois déchiqueté, vous limitez l'évaporation de l'eau, réduisez la croissance des mauvaises herbes et créez un microclimat favorable à la faune du sol. Le paillis fournit également un refuge aux petits insectes, qui à leur tour nourrissent les oiseaux et d'autres animaux. De plus, il améliore la structure du sol en favorisant la rétention de l'humidité et en réduisant l'érosion, tout en ajoutant progressivement des nutriments au fur et à mesure qu'ils se décomposent. L'absence ou la réduction des produits chimiques est un autre pilier du jardinage écologique. En évitant les pesticides et les herbicides chimiques, vous permettez aux populations naturelles de prédateurs et de pollinisateurs de se développer. Les coccinelles, par exemple, se nourrissent de pucerons, tandis que les hérissons et les oiseaux insectivores aident à contrôler les populations de limaces et d'autres ravageurs. En laissant ces équilibres naturels se mettre en place, vous réduisez la nécessité d'intervenir avec des produits nocifs pour l'environnement. Le jardinage écologique encourage également la création de zones de refuge pour la faune locale. En laissant certaines parties du jardin plus sauvages ou en y installant des structures spécifiques comme des hôtels à insectes, des tas de bois ou des nichoirs à oiseaux, vous offrez des habitats aux animaux qui y trouvent protection et nourriture. Par exemple, un coin du jardin où l'herbe est laissée haute peut devenir un refuge pour les insectes et les petits animaux, tandis qu'un bassin ou une mare fournit un habitat essentiel pour les amphibiens et les libellules. Ces zones de refuge contribuent à renforcer la biodiversité en attirant des espèces qui, autrement, ne trouveraient pas de lieu propice à leur survie. En outre, le choix de techniques de jardinage respectueuses de l'environnement, comme la permaculture, permet d'encourager des interactions positives entre les plantes, le sol et les animaux. La permaculture repose sur l'idée de cultiver des plantes en les associant de manière à ce qu'elles se soutiennent mutuellement. Par exemple, certaines plantes aromatiques comme la menthe ou la lavande peuvent repousser naturellement les insectes nuisibles, tandis que d'autres, comme le trèfle ou la luzerne, fixent l'azote dans le sol, enrichissant ainsi les plantes voisines. Cette approche favorise une agriculture plus durable, où chaque élément du jardin est pensé pour être bénéfique à l'ensemble de l'écosystème. Le recyclage des ressources fait également partie intégrante du jardinage écologique. Cela peut inclure la collecte des eaux de pluie pour arroser les plantes, la réutilisation des matières organiques pour le compost ou même la pratique du jardin zéro déchet, où rien n'est gaspillé. En réutilisant les ressources présentes sur place, vous réduisez votre empreinte écologique tout en créant un environnement plus riche et autosuffisant. Enfin, le jardinage écologique nécessite de la patience et une volonté de laisser la nature suivre son cours. Parfois, cela signifie accepter que certaines plantes ou cultures ne prospèrent pas immédiatement ou qu'un ravageur s'installe temporairement. Mais avec le temps, un jardin qui respecte les principes écologiques trouve son propre équilibre, où les populations de ravageurs et de prédateurs se régulent d'elles-mêmes et où les plantes s'adaptent aux conditions locales. L'objectif est de créer un écosystème vivant, où les interactions naturelles sont encouragées et où la diversité devient une force. En conclusion, le jardinage écologique est une approche durable qui non seulement améliore la santé de votre jardin, mais contribue également à la protection de l'environnement plus large. En favorisant la biodiversité et en travaillant avec la nature, vous pouvez créer un jardin plus résilient, plus productif et plus respectueux de la planète. Il s'agit d'un engagement à long terme envers la nature, qui récompense le jardinier non seulement par des récoltes abondantes et des fleurs éclatantes, mais aussi par la satisfaction de préserver un équilibre naturel précieux pour les générations futures. 10. Préparer son jardin pour l'hiver. L'hiver est une période de repos pour la plupart des jardins, mais cela ne signifie pas que le travail du jardinier s'arrête. Bien au contraire, préparer son jardin pour l'hiver est une étape cruciale pour assurer sa santé et sa vigueur à l'arrivée du printemps. En anticipant les rigueurs du froid, vous protégez vos plantes des températures basses, du gel, et des vents hivernaux tout en préparant la terre à se régénérer pendant cette période de dormance. Les soins apportés avant l'hiver jouent un rôle déterminant dans la reprise rapide et saine du jardin dès les premiers jours de beau temps. La première étape pour préparer un jardin à l'hiver est de nettoyer les espaces de culture. Au fur et à mesure que l'automne avance, les feuilles mortes s'accumulent et les plantes annuelles arrivent à la fin de leur cycle. Il est important de retirer les plantes mortes, les branches cassées et les feuilles tombées pour éviter qu'elles ne deviennent des abris pour les maladies ou les parasites. Cependant, certaines feuilles mortes peuvent être laissées dans les parterres de fleurs ou autour des arbres comme un paillage naturel.
Ces feuilles se décomposeront lentement et fourniront des nutriments au sol tout en offrant une protection contre le gel. Une fois que le jardin est propre, il faut penser à protéger les plantes les plus vulnérables. Certaines plantes, notamment les espèces méditerranéennes ou exotiques, ne tolèrent pas bien le froid et doivent être protégées contre le gel. Cela peut se faire de plusieurs manières. Pour les plantes en pot, comme les agrumes, il est souvent préférable de les rentrer à l'intérieur, dans une véranda ou un abri lumineux et hors gel. Pour celles qui doivent rester à l'extérieur, comme certaines vivaces ou arbustes délicats, l'utilisation de voiles d'hivernage est fortement recommandée. Ces toiles légères permettent de couvrir les plantes tout en leur laissant respirer, créant une barrière contre le froid tout en évitant l'excès d'humidité qui pourrait favoriser le pourrissement. Le paillage est une autre technique essentielle pour préparer son jardin à l'hiver. En recouvrant le sol autour des plantes avec des matériaux organiques comme de la paille, des écorces ou des feuilles mortes, vous aidez à maintenir la chaleur dans le sol et à protéger les racines du froid. Le paillage permet aussi de limiter l'évaporation de l'eau, ce qui est particulièrement important pendant l'hiver, lorsque l'humidité disponible est plus faible. De plus, à mesure que le paillis se décompose, il enrichit naturellement le sol en matière organique, favorisant une meilleure reprise des plantes au printemps. Les arbustes et les haies doivent également être préparés pour l'hiver. Une taille légère, réalisée avant l'arrivée des grands froids, permet d'éliminer les branches mortes ou malades et de fortifier la structure des plantes. Cependant, il faut éviter les tailles trop sévères, car cela pourrait affaiblir les plantes juste avant la période de dormance. Une haie bien entretenue est moins sensible aux dommages causés par la neige ou le gel. L'hiver est également le moment de protéger le sol en lui-même. Les sols nus peuvent se tasser sous l'effet de la pluie, du vent et du gel, ce qui réduit leur capacité à absorber l'eau et à offrir un bon drainage. Pour éviter cela, la plantation d'un engrais vert, comme le trèfle ou la moutarde, est une bonne solution. Ces plantes poussent rapidement avant l'hiver et couvrent le sol, empêchant l'érosion et améliorant la structure du sol. Au printemps, elles peuvent être coupées et incorporées dans le sol comme un amendement naturel. Si votre jardin comprend des arbres fruitiers, il est important de les préparer pour l'hiver en prenant quelques mesures préventives. Après la récolte, les arbres doivent être soigneusement inspectés pour repérer et retirer les fruits restants ou abîmés, car ceux-ci peuvent attirer des ravageurs et des maladies pendant l'hiver. Le tronc et les branches principales peuvent être protégés en appliquant un badigeon de chaux, qui aide à prévenir l'apparition de champignons et d'insectes indésirables. De plus, une taille légère des branches abîmées ou malades permettra de limiter la propagation de maladies tout en favorisant une meilleure circulation de l'air au sein de l'arbre. L'entretien des outils de jardinage est une autre tâche importante à ne pas négliger en préparation de l'hiver. Après des mois d'utilisation, les outils doivent être nettoyés, aiguisés et désinfectés pour être prêts à l'emploi lorsque les travaux reprendront au printemps. Les outils laissés sales ou rouillés pendant l'hiver se détérioreront et risqueront d'endommager les plantes ou de propager des maladies. Ranger soigneusement les outils dans un endroit sec et à l'abri du gel prolonge leur durée de vie et garantit leur efficacité. En ce qui concerne les systèmes d'arrosage, ils doivent être vidangés avant l'hiver pour éviter que l'eau ne gèle dans les tuyaux, provoquant des fissures ou des éclatements. Les tuyaux d'arrosage, les robinets extérieurs et les systèmes de goutte à goutte doivent être vidés et stockés dans un endroit sec pour éviter tout dommage causé par le gel. Enfin, l'hiver est le moment idéal pour réfléchir à l'aménagement futur du jardin. Avec les plantes en dormance et le jardin en repos, il est plus facile d'observer les espaces nus ou les zones qui pourraient être améliorées. C'est le moment de planifier les prochaines plantations, de commander des graines ou des bulbes pour le printemps, ou encore de concevoir de nouveaux aménagements paysagers. Vous pouvez aussi profiter de cette période pour enrichir vos connaissances en jardinage, en vous formant sur de nouvelles techniques ou en recherchant des solutions écologiques pour optimiser la productivité de votre jardin. Ainsi, bien que l'hiver soit une période de repos pour le jardin, une bonne préparation en amont est essentielle pour assurer une reprise vigoureuse au printemps. En protégeant les plantes, en améliorant la structure du sol, et en anticipant les défis du froid, vous garantissez la santé de votre jardin et minimisez les dégâts que peuvent causer les rigueurs de l'hiver. Cette période de transition est un moment clé pour préparer un jardin plus beau, plus fort et plus résilient, prêt à s'épanouir à nouveau dès les premiers signes du printemps. 11. Conclusion. Un jardin beau et sain toute l'année. Un jardin bien entretenu est le reflet d'un équilibre délicat entre les soins attentifs du jardinier et les rythmes naturels des saisons. Maintenir un jardin beau et sain toute l'année demande un engagement constant, une bonne connaissance des cycles de la nature, et une approche réfléchie adaptée aux besoins spécifiques de chaque plante et de chaque région. En France, où les climats peuvent varier du méditerranéen au continental,
Chaque jardin nécessite une approche personnalisée, qui tient compte des variations de température, des types de sol et des spécificités des plantes. Le secret d'un jardin florissant réside dans la régularité des soins apportés tout au long de l'année. Que ce soit la préparation du sol en hiver, la plantation au printemps, l'arrosage rigoureux en été, ou la taille et la protection des plantes en automne, chaque étape a son importance pour garantir que le jardin reste en bonne santé. Un jardinier averti comprend que chaque saison apporte son lot de tâches et de défis, et c'est en respectant ce calendrier saisonnier que le jardin peut prospérer. En hiver, le jardin se repose, mais il ne doit pas être négligé. C'est le moment de protéger les plantes les plus fragiles contre le froid, d'enrichir le sol avec du compost, et de réfléchir aux améliorations à apporter pour l'année suivante. Ce travail préparatoire est essentiel pour garantir une reprise rapide et vigoureuse dès l'arrivée des premiers jours de printemps. Avec les jours plus doux, la période printanière est celle du renouveau, marquée par le nettoyage, la plantation et la fertilisation du sol pour préparer les plantes à une croissance optimale. Il est aussi temps de surveiller les premiers signes de ravageurs ou de maladies et d'intervenir rapidement si nécessaire. L'été, souvent synonyme de chaleur et de sécheresse dans de nombreuses régions de France, exige une attention particulière à l'arrosage et à la protection des plantes contre les fortes températures. L'utilisation de techniques d'économie d'eau, telles que le paillage et les systèmes d'irrigation goutte à goutte, aide à maintenir un jardin en pleine santé tout en préservant les ressources naturelles. Pendant cette période, le jardinier doit aussi veiller à la taille des arbustes et à la récolte des fruits et légumes, tout en restant vigilant face aux ravageurs qui profitent de la chaleur pour proliférer. Avec l'automne, le jardin commence à ralentir, et c'est la période idéale pour préparer le sol à l'hiver à venir. La protection des plantes, la taille des arbres, l'application de paillis pour protéger les racines contre le gel, et le nettoyage des espaces de culture sont autant de tâches cruciales pour assurer un jardin en bonne santé pendant la période hivernale. Ce cycle de soins est répété chaque année, et avec le temps, il devient un processus naturel et gratifiant pour tout jardinier. Mais un jardin beau et sain ne repose pas uniquement sur des techniques et des soins attentifs. Il nécessite également une approche respectueuse de l'environnement, où le jardinage écologique joue un rôle central. En favorisant la biodiversité, en utilisant des solutions naturelles pour lutter contre les ravageurs, et en adoptant des méthodes durables comme le compostage et la récupération des eaux de pluie, le jardinier contribue à la création d'un écosystème équilibré et résilient. Ce respect de la nature permet de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs tout en encourageant une interaction harmonieuse entre les plantes, les insectes et les autres organismes vivants du jardin. Le jardinage est un processus évolutif qui demande patience et observation. Chaque année apporte ses réussites et ses défis, mais avec une attention constante et une volonté d'apprendre de la nature, il est possible de créer un jardin qui reste beau et productif tout au long de l'année. Ce n'est pas seulement un lieu de travail, mais aussi un espace de détente, de créativité, et de connexion avec la nature. Un jardin bien entretenu offre des moments de satisfaction, que ce soit en admirant la floraison des fleurs au printemps, en récoltant les fruits de l'été, ou en contemplant la sérénité de la nature endormie sous la neige. En conclusion, un jardin en pleine santé toute l'année repose sur une interaction continue entre le jardinier et la nature. Il s'agit d'une relation de soins, d'anticipation, et d'adaptation aux saisons. Chaque étape du jardinage est une contribution à un cycle naturel qui, lorsqu'il est respecté et encouragé, permet de profiter pleinement des beautés de la nature, saison après saison. Que vous cultiviez des fleurs, des légumes, ou des arbres fruitiers, le secret d'un jardin prospère réside dans cette attention régulière et dans la compréhension que le jardin, en tant que microcosme vivant, est en perpétuelle évolution. C'est cette dynamique naturelle qui fait du jardinage une passion si riche et gratifiante, un véritable équilibre entre la main de l'homme et la puissance créatrice de la nature.